Bonjour, je vais commencer par boire à votre santé. In vino veritas. C'est le 6e épisode de la série d'articles intitulée La Palestine et le nazisme juif, publié en arabe et en français, enregistré sur ma chaîne YouTube. Des articles en langue arabe sont publiés sur ma page dans le forum arabe Al-Hiwar Al-Mutamadden. Je répète ici que la notion de nazisme juif n'est pas de moi. Elle est empruntée au philosophe israélien Yeshayahu Leibowitz, professeur de l'Université hébraïque de Jérusalem, décédé en 1994, opposant de la politique d'Israël qu'il décrit comme étant un régime judéo-nazi. Dans les précédents articles, j'ai parlé de la destruction des villages palestiniens par Israël et l'expulsion de leurs habitants pour le seul crime qu'ils ne sont pas juifs. C'était dans les frontières d'avant 1967. Aujourd'hui, je vais vous parler de la destruction des maisons et des villages après la guerre de 1967 et l'expulsion de leurs habitants. Je commence par les expulsions. Pendant la guerre de 6 jours, les avions israéliens volant à basse altitude sur les 3 camps de réfugiés dans la plaine de Jéricho ont fait fuir 70 000 réfugiés palestiniens vers l'autre côté du Jourdain. Après la guerre, ils ne furent pas autorisés à y revenir, alors qu'Israël fait venir n'importe quel juif de n'importe quel pays. Les gens du pays sont interdits de retourner chez eux pour le seul crime qu'ils ne sont pas juifs. Il faut y ajouter environ 140 000 Palestiniens qui ont quitté les territoires occupés. Les raisons de leur départ sont multiples. Certains sont allés rejoindre des membres de leur famille qui se trouvaient de l'autre côté du Jourdain et dont ils craignaient la séparation. D'autres, par contre, furent forcés de partir. On savait peu sur ce départ, mais récemment, un soldat israélien s'est mis à témoigner à la suite d'une déclaration du président Herzog, alors gouverneur de Cisjordanie, pour qui le départ des Palestiniens était volontaire. Ce soldat était stationné pendant 4 mois sur la frontière qui traverse le pont Allenby. Son travail consistait à faire signer un formulaire de sortie volontaire aux vagues de réfugiés qui partaient. Formulaire de sortie volontaire entre guillemets. Ils devaient prendre leur pouce, le tremper dans l'encre et l'apposer sur le formulaire qui comportait une clause selon laquelle le signataire quittait le pays volontairement, renonçait à sa citoyenneté et n'avait aucune réclamation envers l'État d'Israël. Des dizaines de bus arrivaient chaque jour. Parmi les partants, dit le soldat, il y en avait certainement qui partaient volontairement, mais ajoute-t-il, une grande partie étaient tout simplement expulsés. Même les expulsés devaient signer qu'ils partaient volontairement. Ceux qui refusaient de partir étaient traînés hors de bus à coups de crosse de fusil et à coups de poing.
Le soldat devait alors prendre leur pouce et les faisait signer. Si quelqu'un refusait de donner sa main pour signer, un gang de gardes-frontières et de troupes para arrivaient et commençaient à le frapper. Le soldat alors prenait son doigt de force, le trempait dans l'encre et le faisait signer. La dernière mesure israélienne en date pour évacuer le pays de ses habitants non juifs est la déportation des femmes sans carte d'identité militaire mariées à des Palestiniens des territoires occupés. Il s'agit souvent de femmes non nées en Cisjordanie, mais qui ne s'y trouvaient pas lorsqu'Israël l'occupa en 1967. Elles n'ont donc pas été recensées par les autorités israéliennes. Par la suite, certaines de ces femmes sont revenues dans leur village pour épouser leurs cousins comme le veut la tradition. Israël ne les considère que comme simples visiteurs au bénéfice d'un permis de séjour de 3 mois obtenu contre paiement. Pendant ce temps, ces femmes entreprennent des démarches en vue de la réunion familiale, dont fort peu aboutissent pour qu'elles puissent rester auprès de leur mari. Après un premier échec, ces femmes tentaient alors de rester dans le pays en espérant obtenir la réunion familiale. Israël considère un tel séjour comme illégal. Il déporte ces femmes avec leurs enfants, séparant ainsi les membres de la même famille. Cela se passe souvent pendant la nuit. Le couvre-feu est imposé au village. L'armée arrive et donne une dizaine de minutes à la femme pour qu'elle se prépare à quitter le pays avec ses enfants. Une forte amende pour séjour illégal lui est imposée. Emmenée de nuit au pont Allenby, qui sépare la Cisjordanie de la Jordanie, la femme doit attendre le matin pour passer de l'autre côté du Jourdain. Bien que le nombre exact des demandes refusées depuis 1967 soit inconnu, des statistiques de 1990 données par le ministère de la Défense israélien indiquent qu'au moins 64 000 demandes de réunion familiale ont été rejetées. Selon différentes sources, la déportation concernerait environ 200 000 femmes palestiniennes avec leurs enfants, pour le seul crime qu'ils ne sont pas juifs. Parlons maintenant des destructions. Après la guerre de 1967, Israël a procédé à des destructions de villages non juifs, mais à moindre échelle que ce qu'il avait fait après sa création. Dans la région de la Troune, les habitants de Beth Nouba, Yalo et Emmaüs ont été sommés de quitter leur village avant que les bulldozers ne rasent toutes les maisons. Voir les photos à la fin de cet article. Les vieux et les malades qui n'ont pas pu partir ont été tués vivants sous les décombres de leurs maisons. Leurs terres et leurs machines agricoles ont été livrées aux kibbutz voisins. Sur l'emplacement de ces villages, Israël a planté une forêt dite Parc Canada pour pique-niqueurs, financée par la générosité de la communauté juive canadienne, complice ainsi d'un crime. Ce parc a coûté 15 millions de dollars selon un document distribué aux visiteurs. Quant aux habitants, ils ne sont même pas autorisés à entrer dans leur terre ou à enterrer leurs morts près de leurs ancêtres. Certains ont pris le chemin de l'exil
vers la Jordanie et d'autres ont été mis dans des camps de réfugiés. De nouveau, leurs crimes, ils ne sont pas juifs. Aujourd'hui encore, Israël continue sa politique de destruction des maisons des Palestiniens. La Commission de justice et paix de Jérusalem a consacré sa circulaire de juillet 1989 à cette mesure punitive. Nous en citons quelques extraits. Entre le 9 décembre 1987, début de l'intifada, et le 31 mai 1989, 706 maisons furent détruites et 55 scellées ou murées. Il faut y ajouter plus de 45 maisons démolies du fait qu'elles se trouvaient à proximité des maisons dynamitées. Ainsi, environ 8000 personnes dans les territoires occupés se trouvent sans abri à cause de la destruction et du scellage de leurs maisons. Et de nouveau, leurs crimes, ils ne sont pas juifs. Israël justifie ces pratiques en invoquant des raisons de sécurité. Des maisons ont été dynamitées ou détruites au bulldozer parce qu'un des habitants était accusé ou suspecté d'avoir jeté un cocktail Molotov, parfois seulement une pierre, ceci même dans des cas où il n'y avait ni victime ni dégâts matériels. Parfois, des maisons ont été détruites uniquement parce que dans leur proximité immédiate, une bouteille incendiaire avait été jetée contre un véhicule militaire. Les propriétaires ou les habitants n'avaient pourtant aucun lien avec l'incident. D'autres maisons ont été rasées parce que l'un de leurs habitants était accusé d'incitation sans que le contenu de cette accusation n'ait été défini. Dans certains cas, des destructions ont été exécutées sans que les suspects ou considérés comme tels aient été arrêtés. Dans d'autres cas, la destruction sert de moyen de pression sur les familles pour les obliger à dénoncer un de leurs membres en fuite. Très souvent, les ordres de destruction sont donnés avant que les suspects n'aient été mis en accusation, et encore moins jugés. Les ordres sont exécutés à la hâte afin d'empêcher tout appel éventuel. Cette précipitation a fait commettre plusieurs erreurs irréparables. Un des cas les plus éloquents est celui de Hamad Bani Shams, du village de Beta. Dans cette localité, une jeune fille de la colonie d'Elon Moré a été tuée par une balle de fusil tirée par le garde du corps israélien le 6 avril 1988, au cours d'un affrontement entre un groupe de marcheurs israéliens venus des colonies et des habitants du village. Accusé et emprisonné malgré ses protestations d'innocence, Hamad a passé 14 mois en prison avant que la Cour n'accepte l'alibi fourni par son employeur juif qui certifiait que le suspect était au travail chez lui au moment des fêtes. Finalement libéré en juin 1989, il a retrouvé sa femme et ses 2 enfants, mais non pas sa maison, dynamitée immédiatement après les incidents, en même temps que 12 autres maisons du même village. La raison la plus fréquemment avancée par les autorités israéliennes pour justifier les destructions des maisons est l'absence de permis de construire. L'augmentation considérable du nombre de maisons détruites pour avoir été construites sans permis est en fait motivée par des raisons politiques. Prenons par exemple le cas d'Abdelaziz Shahatit de Khourza dans la région d'Hébron.
C'est un maçon d'une trentaine d'années qui travaille pour une société de construction israélienne à Beersheba. Après avoir obtenu un permis de construire pour lui-même en 1983, Abdelaziz, père de 5 enfants, a construit une maison familiale durant ses heures de congé, ce qui lui a pris 5 ans. En juillet 1986, il a reçu une lettre du département de la planification d'Hébron à travers un colon israélien, Marcos, de la colonie voisine, lui donnant l'ordre d'arrêter sa construction parce qu'il se trouvait à l'intérieur du périmètre de sécurité de cette colonie. Il a fait appel à l'administration civile israélienne de Ramallah. Après un an de procédure, l'avocat a obtenu que l'affaire soit renvoyée devant la haute cour. Néanmoins, sa maison a été rasée avant que le procès ne commence. Le 25 avril 1988, son travail de 5 ans a été enseveli en 15 minutes. La menace de détruire les maisons sans permis est brandie couramment pour intimider ou punir les villages qui s'engagent activement dans l'intifada. Au village d'Idna, dans le district d'Hébron, 112 familles ont reçu en mai 1988 la notification que leur maison serait détruite du fait qu'elles ont été construites sans permis. Les destructions continuent toujours. Au 30 juin 1991, les autorités israéliennes ont complètement détruit 467 maisons ou bâtiments palestiniens pour des raisons de sécurité. Partiellement ou complètement muré 323 autres et dynamité 1108 parce qu'ils étaient illégaux. Et ce chiffre, évidemment, il faut qu'il soit mis à jour à partir de 1991. Parlons maintenant du plan de transfert général. Actuellement, de nombreuses voix s'élèvent en Israël pour demander l'expulsion de tous les Palestiniens des territoires occupés par Israël en 1967. Ces idées étaient développées déjà dans le journal Davar du 29 septembre 1967 par Joseph Weitz, vice-président du comité de direction du Fonds national juif de 1951 à 1973. Pour lui, l'État d'Israël, comprenant la Cisjordanie, la bande de Gaza, le Sinaï et les hauteurs du Golan, doit rester un État juif, avec une petite minorité non juive ne dépassant pas les 15%. Il ajoutait: entre nous, nous devons être clairs qu'il n'y a pas de place dans le pays pour deux peuples ensemble. Avec les Arabes, nous ne pouvons pas atteindre notre but d'être un peuple indépendant dans ce pays. La seule solution est un Eretz Israël, terre d'Israël, sans Arabes, au moins dans la partie ouest d'Eretz Israël. Et il n'existe pas d'autre moyen que de transférer les Arabes d'ici aux pays voisins, de transférer tous, sans laisser un seul village ou une seule tribu. Et le transfert doit être fait vers l'Irak, la Syrie et la Transjordanie. Pour ce but, il faut trouver de l'argent, beaucoup d'argent. Et c'est seulement avec un tel transfert que le pays peut absorber des millions de nos frères juifs. Il n'existe aucune autre alternative. Joseph Weitz a de la suite dans les idées. Déjà en septembre 1948, il déclarait que les réfugiés palestiniens devaient être continuellement harcelés pour les éloigner le plus possible de leur terre.
Dans une réunion tenue à Tel Aviv en février 1988, le général israélien Ze'evi proposait de résoudre le problème des Palestiniens des territoires occupés par un transfert dans les pays arabes voisins, affirmant qu'il n'existait pas de solution plus juste et plus humaine que cette solution. Ce général a réitéré ses propos à la radio israélienne le 28 juin 1988. Il n'a pas dit comment il comptait procéder si ces Palestiniens refusaient de quitter leur pays. Il n'a pas non plus dit quel est le crime commis par ces Palestiniens pour être déportés de leur propre pays, ni ce qu'ils entendaient faire de leurs terres et de leurs biens. Signalons que le parti israélien Moledet a inscrit expressément dans son programme politique l'exigence du transfert vers les pays arabes de tous les Palestiniens qui vivent en Cisjordanie et à Gaza. L'Égypte serait en possession de rapports selon lesquels les responsables israéliens planifient l'encouragement d'actions juives extrémistes contre les Palestiniens de la Cisjordanie et de Gaza. Le premier ministre Shamir et le ministre de la Défense Rabin se seraient réunis avec des dirigeants et des militants d'organisations comme Kach, Gauche Haïmonim, Fils de Judée, les groupes GAD et les groupes Terreur contre Terreur. Ils auraient discuté des plans d'action pour intimider les Palestiniens. Ces groupes auraient reçu des assurances de la part des autorités qu'ils ne seraient pas poursuivis, même s'ils utilisaient la violence pour remplir leur mission. Il s'agit donc d'une répétition de l'accord conclu en 1948 entre l'Irgun et l'Agence juive dans le but de chasser les Palestiniens. Ceci explique l'impunité avec laquelle les colons israéliens tuent et blessent des Palestiniens avec des armes à feu mises à disposition par l'armée israélienne. Les faits susmentionnés démontrent sans le moindre doute que nous nous trouvons face à un régime nazi. Malgré ça, je bois votre santé in vino veritas et sachez que l'injustice ne peut durer éternellement. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite une bonne journée malgré tous ces faits criminels commis par le régime nazi d'Israël.